vieillissement, de sénescence cellulaire et d'infection respiratoire. Alors, je me présente rapidement, hein, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis affecté dans un centre de recherche qui s'appelle le Centre d'infection et d'immunité de Lille, qui se trouve au sein de l'Institut Pasteur de Lille. Donc, dans cet institut, dans ce centre, on est à peu près 200-220 personnes et comme vous vous en doutez, on aborde des questions liées aux infections et à l'immunologie. Alors, nul besoin de vous convaincre que la population globale vieillit de façon assez inquiétante, puisque l'OMS estime que dans 25 ans, plus de 22% de la population dans le monde aura plus de 65 ans. Alors, 65 ans, c'est pas vieux, et la vieillesse n'est pas une maladie, mais elle s'associe à de nombreuses maladies, maladies cardiovasculaires, métaboliques, neurodégénératives, et également elle favorise les infections. Alors ici en rouge, j'ai indiqué avec certaines flèches, vous voyez l'impact de l'âge sur les infections, notamment les infections respiratoires. Alors la grippe n'échappe pas à ce constat. On voit très bien sur cette diapositive que la population de plus de 65 ans paye un lourd tribut à la grippe en termes d'hospitalisation, mais aussi en termes de décès. Alors, il faut savoir quand même que la grippe, malgré des campagnes de vaccination qui sont assez efficaces, un peu moins cette année d'ailleurs, l'efficacité est un peu moins forte cette année, et malgré aussi l'utilisation de drogues antivirales qui peuvent être efficaces, elles sont utilisées rapidement, malgré des mesures préventives, mais quand même, dans le monde, il y a encore il y a à peu près 1 milliard de personnes qui sont concernées par la grippe. Entre 5 et 10 millions développent des grippes sévères, notamment chez des personnes âgées, et à peu près 500 000 personnes décèdent tous les ans. En France, il faut savoir que la grippe, c'est à peu près 1 million de consultations en médecine de ville par an. Donc, ce n'est pas négligeable, avec 20 000 hospitalisations et à peu près 9 000 décès, je pense. À cela s'ajoute aussi l'impact de la grippe sur un certain nombre de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. On sait que les pneumonies virales peuvent favoriser les pathologies cardiaques et autres, voire même neurodégénératives, puisqu'on sait que la grippe peut conduire à des désordres neurologiques importants. Alors, on l'a vu aussi au cours du Covid, hein, les personnes âgées ont été particulièrement affectées par ce virus, avec plus de 15 millions de morts. Et donc, essentiellement, chez les personnes âgées, je crois à peu près 85% des personnes avaient plus de 65 ans. Alors, malheureusement, je vois très mal mon écran. Alors, le vieillissement est lié à plusieurs phénomènes. Euh, on appelle ça les piliers du vieillissement, dans lesquels on peut inclure l'instabilité du génome, la diminution de la taille des télomères, beaucoup d'altérations épigénétiques, la dysbiose, qui a été récemment classée dans les causes du vieillissement, une altération de la fonction des mitochondries, la sénescence cellulaire dont je vais vous parler aujourd'hui, etc., etc. Alors, il faut bien distinguer, bien évidemment, et là non plus, je n'ai pas besoin de vous convaincre, la différence entre l'âge chronologique et l'âge biologique. On ne vieillit pas tous de la même manière, pour des tas de raisons d'ailleurs, notamment des raisons génétiques, le comportement, notre mode de vie en général. Et on sait maintenant aussi, contrairement à ce qu'on a pu croire dans le passé, que le vieillissement, ce n'est pas un phénomène qui est linéaire. Et notamment, il y a eu pas mal d'approches de single-cell RNA-seq chez l'homme et la souris qui ont montré que en fait, le vieillissement procédait par étapes. Il y avait vraiment des étapes clés dans la vie qui vont évidemment dépendre des individus. Et il y a eu notamment une analyse par protéomique sur des échantillons humains qui ont montré que un certain nombre de paliers étaient importants, notamment vers 34, 60 et 78 ans. Donc le vieillissement n'est pas quelque chose de linéaire. Alors le vieillissement s'accompagne par ce qu'on appelle une immunosénescence, un état d'immunosénescence, c'est-à-dire une altération de la fonction immunitaire qui affecte à la fois le compartiment adaptatif et aussi le comportement inné. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a une évolution du thymus, hein, donc il y a moins de lymphocytes T naïfs qui sont produits. Donc, notre capacité à reconnaître potentiellement des antigènes est réduite avec l'âge. Par contre, il y a une augmentation des lymphocytes T mémoire, mais ils sont moins fonctionnels, notamment la signalisation qui est downstream, le TCR est moins efficace. Il y a aussi une perte de la diversité des récepteurs T.
une altération aussi de la capacité je ne sais pas comment dire en français, à faire du class switching, c'est-à-dire à permuter la réponse IgM initiale en réponse IgG, voire IgA. Et également, il y a une augmentation d'un certain nombre de lymphocytes qui sont caractéristiques du hedging, notamment des lymphocytes B associés à l'âge qui ont des fonctions particulières. Donc la réponse adaptative est diminuée avec l'âge. Alors, la réponse innée, c'est pareil. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par la réponse innée. Il y a plusieurs populations qui ont une fonction altérée, notamment les monocytes macrophages, cellules dendritiques. Les cellules macrophages sont moins capables de phagocyter les bactéries, ont une activité aussi bactéricide qui est diminuée. La capacité de présentation des cellules dendritiques, des antigènes, est aussi altérée. Par contre, et ça c'est vraiment un phénomène assez récurrent, il y a une augmentation de la production chronique de cytokines inflammatoires, hein. C'est vraiment quelque chose qui caractérise le vieillissement et qui va impacter en fait sur de nombreuses maladies, qu'elles soient métaboliques, neurodégénératives ou autres. C'est ce qu'on appelle l'inflammaging. Et donc cette activité d'inflammaging est entre autres liée à une augmentation de l'expression de cytokines inflammatoires par notamment les cellules myéloïdes, dont la fréquence peut augmenter avec l'âge. Alors, dans le laboratoire, on s'intéresse à deux pathogènes, enfin deux types de pathogènes respiratoires, des virus, essentiellement influenza et plus récemment, pour la raison que vous comprenez, le SARS-CoV-2. Et également, on s'intéresse à une bactérie qui s'appelle le Streptocoque pneumoniae, qui est la première cause de pneumonie bactérienne. Alors nous, on travaille essentiellement chez la souris, hein, dans des modèles précliniques. Typiquement, pour nous, une souris jeune adulte, c'est une souris qui a entre 2 et 3 mois, plutôt 3 mois d'ailleurs. Et une souris qui est âgée, c'est une souris qui a au moins 18 mois. En général, on travaille avec des souris de 20, 22 mois. Après, ça commence à être un peu plus délicat. Enfin, ça dépend ce qu'on fait, c'est toujours pareil. Alors, notre objectif, c'est d'essayer de comprendre, en utilisant ces modèles précliniques, hein, qui valent ce qu'ils valent, les raisons pour lesquelles les individus âgés sont plus sensibles aux infections et aussi ont une capacité réduite à gérer l'infection. On en parlera tout à l'heure dans le cas des pneumonies virales. Alors, au cours de ces, je dirais, 7-8 dernières années, c'est vraiment là où on a commencé dans l'équipe à s'intéresser à l'impact du vieillissement. On a développé 3 projets assez dépendants les uns des autres. Alors, très brièvement, je vais vous exposer le premier projet. Le premier projet qu'on a développé visait à étudier l'impact de l'altération du rythme circadien sur les mécanismes de défense dans les poumons, puisque vous savez que quand on vieillit, on a une altération du rythme circadien qui vient par exemple perturber le cycle du sommeil, hein, entre autres. Et on a pu constater en fait que lorsque l'on vieillit, l'altération du rythme circadien pouvait impacter sur la réponse immunitaire. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'imagine que oui. Ici, on a infecté des souris à différents temps de la journée. ZT0, ça correspond à 7 heures du matin, ZT12 à 19 heures. Et on s'aperçoit ici, donc c'est le nombre de bactéries après 24 heures d'infection suite à l'infection par le pneumocoque. On s'aperçoit que les souris qui sont infectées à 7 heures du soir sont beaucoup plus sensibles que les souris infectées à 7 heures du matin. Bon, ça, c'était déjà connu. Mais ce qui n'était pas du tout connu, c'est que cette rythmicité des défenses pulmonaires vis-à-vis de l'infection est complètement altérée chez les souris âgées qui restent de toute façon tout le temps plus sensibles à l'infection ou quasiment plus sensibles à l'infection par rapport aux souris jeunes. On voit très bien qu'il n'y a plus de rythmicité de la réponse des mécanismes de défense dans les poumons. Et on a pu montrer, pour faire une longue histoire courte, comme on dit en anglais, que cette altération du rythme circadien était liée à l'altération de l'expression d'un facteur de transcription qui s'appelle réverb alpha, qui est connu d'ailleurs pour jouer un rôle dans la rythmicité, hein, dans le rythme circadien, et que en fait cette surexpression de réverb alpha, qui n'est plus du tout régulée chez les individus âgés, en tout cas dans les poumons, altère la fonction des macrophages alvéolaires, dont on connaît bien sûr le rôle dans les mécanismes de défense contre l'infection. Alors, il y a un deuxième projet aussi, programme plutôt, qu'on a initié il y a 7-8 ans, et qui vise à étudier cette fois-ci le rôle du microbiote intestinal. Alors là non plus, je ne vais pas vous convaincre en vous disant que le microbiote intestinal joue un rôle extrêmement important dans la santé, il joue un rôle dans le métabolisme, bon, il y a l'axe intestin-cerveau, hein, qui est bien connu, et le microbiote intestinal joue aussi un rôle très important
dans la maturation du système immunitaire et dans sa fonction lorsqu'on est adulte. Et en fait, ce qu'on cherche à faire actuellement, c'est d'étudier l'impact de la dysbiose qui est liée à l'âge, puisque quand on vieillit, il y a une altération de la fonctionnalité du microbiote, qu'on peut appeler dysbiose, hein. Dysbiose, ça c'est un autre débat. En tout cas, il y a une altération de la fonctionnalité. Et on se pose la question de savoir, est-ce que l'altération de la fonction du microbiote altère les mécanismes de défense dans les poumons vis-à-vis des infections respiratoires? Puisque nous et d'autres, on a montré que le microbiote pouvait produire des tas de choses, notamment des métabolites qui sont capables de circuler dans la circulation, d'atterrir dans les poumons et d'armer un certain nombre de cellules immunitaires pour nous défendre, pour nous aider à nous défendre contre les infections. Donc, est-ce que cette voie, est-ce que cet axe intestin-poumon est rompu avec le vieillissement? On est en train de regarder ça. D'ailleurs, on a un projet ANR, donc ce projet est financé. Parallèlement à ça, on a montré il y a quelques années, en 2020, que les pneumonies virales s'accompagnaient d'une dysbiose. Donc le virus, indirectement, il induit une dysbiose, une altération du microbiote intestinal, et on a démontré que cette dysbiose avait un impact sur la sévérité de la maladie ou sur ce qui va se passer après la phase précoce de l'infection. On a montré par exemple que cette dysbiose pouvait en partie conférer une susceptibilité accrue aux infections secondaires, aux surinfections. Donc, on travaille également là-dessus et évidemment, on regarde l'impact de la dysbiose liée à l'âge au cours de l'infection. Est-ce que ça va impacter ou pas la sévérité de l'infection, notamment ce qui va se passer suite à la pneumonie virale primaire. Donc, impact sur l'infection bactérienne secondaire, effet à long terme, etc., etc. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion. Enfin, le dernier programme qu'on a développé, c'est l'étude de la sénescence cellulaire. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est tout ça. Donc, j'essaie de ne pas dire de bêtises parce qu'il y a des spécialistes qui m'écoutent. Alors, la sénescence cellulaire, ça a été caractérisé initialement par un très, très grand scientifique qui s'appelle Leonard Efflich. Alors, il est décédé, vous voyez, il n'y a pas très, très longtemps. Hein. Il est mort assez âgé. Il a découvert, en fait, en deux mots, que des cellules pouvaient arrêter de se diviser et, il a dénommé ce phénomène, hein, des cellules primaires, hein, j'entends, sénescence cellulaire. Et je vous expliquerai quelles sont les caractéristiques de cette sénescence. Donc, Leonard Afflick, il a fait plein de choses, hein. Il a découvert ce phénomène de sénescence cellulaire. Il a fait aussi des tas de choses dans le domaine de la vaccination. Essayez d'aller voir un peu ce qu'il a fait dans sa vie. Vous serez, je pense, assez impressionné. Alors, la sénescence cellulaire, elle est due à un stress. Ce stress, il peut être assez divers. Ça peut être lié au raccourcissement des télomères, ce qui se passe pendant le vieillissement, stress oxydatif, des dommages à l'ADN, l'environnement, et également, il y a des travaux récents qui montrent que l'infection peut également générer de la sénescence cellulaire chez les individus. Alors, cette sénescence cellulaire, elle est caractérisée par au moins trois caractéristiques. Premièrement, la cellule arrête de se diviser. Pourquoi? Parce qu'elle exprime des inhibiteurs du cycle, et ça c'est la première caractéristique, notamment P16 et P21. Donc la cellule arrête de se diviser. Deuxièmement, elle devient résistante à l'apoptose, et on verra qu'on va pouvoir exploiter cette propriété pour éventuellement les éliminer, si on a envie de les éliminer. Et la troisième caractéristique, c'est qu'elles expriment des facteurs potentiellement délétères pour l'organisme, notamment des cytokines et des chimiokines inflammatoires, des protéases, des facteurs de coagulation, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le SASP, pour Senescence Associated Secretory Phenotype. Donc, trois propriétés essentielles, et ce SASP, bien sûr, il va influencer l'inflammation locale et éventuellement l'inflammation systémique. Alors, la sénescence cellulaire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça peut être bénéfique, et c'est même bénéfique au cours de la vie embryonnaire, dans l'âge adulte aussi, lorsque on se blesse, ben, il y a de la sénescence cellulaire qui vient nous aider à réparer les tissus. Ça peut jouer aussi un rôle positif dans le cancer, mais malheureusement, quand on vieillit, l'accumulation de ces cellules sénescentes semble jouer un rôle délétère dans l'organisme. Alors, ces cellules s'accumulent avec l'âge. Pourquoi? Parce que d'abord, elles sont plus sensibles au stress, à l'environnement, et donc elles ont une capacité à sénescer qui est plus importante. Et deuxièmement, le système immunitaire est moins capable de les éliminer, puisque dans l'âge adulte, chez l'adulte, lorsqu'il y a blessure ou autre, ou stress, les cellules sénescentes
font leur travail, éventuellement elles aident à la réparation et ensuite elles sont éliminées par le système immunitaire, notamment les lymphocytes NK et les macrophages. Et donc, cette capacité d'élimination est réduite chez les individus âgés. Et donc, il y a accumulation de cellules sénescentes et donc, puisqu'elles produisent du SASP, inflammation chronique, inflammaging. Donc, il a été montré, notamment chez la souris, que l'accumulation de ces cellules sénescentes participait en partie, parce qu'il y a d'autres causes, à ce qu'on appelle l'inflammaging. D'où l'idée, et c'est l'hypothèse de la géroscience, que des drogues capables d'éliminer ces cellules chez les individus âgés pourraient potentiellement nous aider à vieillir en bonne santé. Alors, il y a plusieurs possibilités, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais pour éliminer des cellules sénescentes, l'une des possibilités, c'est de cibler les phénomènes anti-apoptotiques et ainsi on pourrait éliminer les cellules sénescentes. Alors, il y a un certain nombre de composés qui sont utilisés pour éliminer ces cellules sénescentes chez l'homme et chez la souris, notamment la dasatinib-quercétine. La quercétine, c'est un produit naturel, c'est la flavonoïde. Alors, ces deux composés utilisés en combinaison tapent sur plusieurs pathways. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Toujours est-il qu'il a été montré que la combinaison de ces deux composés pouvait éliminer les cellules sénescentes chez les individus âgés, notamment en ciblant ce phénomène d'apoptose et de survie. Il y a une autre drogue qui est utilisée également chez l'homme, c'est le navitoclax, qui lui cible certains membres de la famille des BCL2. Et donc, si on cible BCL2, la cellule n'est plus capable de rester en apoptose et donc est éliminée par l'organisme. Alors, il y a une dizaine d'années, l'utilisation de ces drogues sénolytiques, ça a vraiment fait le buzz, puisqu'il a été montré chez la souris que l'utilisation chronique d'ABT 263, du navitoclax, pouvait rajeunir le système hématopoïétique de la souris et était capable également d'augmenter la durée de vie des souris. Et ils ont corrélé cette augmentation de la survie des souris âgées avec une réduction de la fréquence et du nombre de cellules sénescentes dans l'organisme. Alors, ces travaux ont bien évidemment conduit à des essais cliniques et il y a eu un certain nombre d'essais cliniques qui ont été réalisés, notamment dans je ne sais pas comment on dit en français, idiopathic pulmonary fibrosis, qui est une pathologie pulmonaire qui est extrêmement difficile à traiter. Et donc, il y a eu des essais cliniques chez l'homme qui ont montré que le traitement de ces patients avec, je crois que c'était du DQ en l'occurrence, pouvait conduire à des effets favorables. Et donc, il y a des tas d'essais cliniques qui ont été lancés, qui sont en cours, notamment dans une maladie liée à une pathologie rénale. Il y a aussi, je pense, des essais cliniques dans la maladie d'Alzheimer. Je n'en connais pas les résultats. Et il y a eu des choses de fait aussi dans le Covid, mais je dois dire que les résultats, à mon sens, ne sont pas trop clairs. Il y a des gens qui clament que ça a des effets positifs, mais moi, je n'ai pas vu de choses extraordinaires dans le domaine. En tout cas, il y a eu des essais cliniques de réaliser à l'époque. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier chez les individus âgés, donc on travaille chez la souris, le rôle de ces cellules sénescentes liées à l'âge dans les infections respiratoires. Alors, j'ai initié ce projet en 2017. J'avais rencontré quelqu'un qui a fait un séminaire donc, à l'Institut Pasteur de Lille, qui s'appelle Serge Adno, et qui nous a parlé de sénescence cellulaire et de pathologie pulmonaire chronique. Et tout de suite, ça m'a absolument emballé. Je l'ai contacté et puis on a initié un premier projet sur la grippe en 2017. En 2019-2020 est arrivé le SARS-CoV-2 et évidemment, on a switché nos projets grippe sur le Covid, mais toujours dans la même idée d'étudier le rôle de ces cellules sénescentes liées à l'âge dans la pathologie liée à l'infection par le SARS-CoV-2. Alors, nous et d'autres, on a montré chez des individus jeunes, cette fois-ci, que le virus, le premier papier c'est en 2001, nous on a publié en 2022, que le virus SARS-CoV-2 était capable d'induire de la sénescence cellulaire dans les poumons des souris ou de hamsters infectés. Donc il y a stress, ce n'était pas un milestone à l'époque, puisqu'on savait qu'au moins in vitro que les virus étaient capables d'induire de la sénescence au niveau des cellules. Là, ça a été montré in vivo. Il a été montré qu'il y avait induction de sénescence cellulaire autant
précoce de l'infection. Nous, on a montré en parallèle, et c'était la première fois dans un modèle de primate non humain, que le virus SARS-CoV-2 était capable aussi d'induire de la sénescence cellulaire. Alors, vous voyez ici un marquage avec un anticorps sur la gauche anti-P16, qui est un marqueur de sénescence, et également un marquage avec un anticorps dirigé contre un autre antigène qui est l'antigène P21. On voit qu'il y a apparition de cellules sénescentes, notamment au niveau des épithéliums, dont les épithéliums alvéolaires, dès J4 après l'infection. Et on a pu montrer que 30 jours après l'infection, il y avait encore présence de cellules sénescentes dans les poumons des macaques infectés. On a aussi regardé ce qui se passait chez l'homme grâce à des données de single-cell RNA-seq qu'on a récupérées. Donc, on a fait ça également en collaboration avec Serge Adno et David Bernard. J'ai oublié de vous dire que l'expérience chez le macaque avait été réalisée au CEA en collaboration avec Roger Legrand. Et on a pu montrer, donc ici on voit le cell clustering, on a pu montrer que certains types cellulaires, au cours de l'infection, je crois qu'on est à quelques jours après l'infection, pouvaient exprimer des marqueurs de sénescence, notamment des cellules épithéliales, notamment des cellules épithéliales ciliées et ce qu'on appelle les club cells, qui sont un autre type de cellules épithéliales. On voit ici que le marqueur, notamment P21, est fortement exprimé par ces cellules, surtout chez des patients qui développent un Covid sévère, beaucoup plus que chez les patients qui développent un Covid modéré. Alors, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de l'impact de la sénolyse, c'est-à-dire de l'élimination de ces cellules sénescentes viro-induites sur la pathologie. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier l'impact des cellules sénescentes liées à l'âge. Donc, qu'est-ce qui se passe chez les individus âgés? Est-ce que ces cellules sénescentes participent à la pathologie? Alors, pour ça, on a développé, et on a été les seuls, un modèle de hamster. Le modèle de hamster, c'est un très très bon modèle de Covid. Il y a plein de labos qui l'ont utilisé, mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un modèle de hamster âgé. Donc, dès le début de la pandémie, j'ai décidé de faire vieillir des hamsters. Donc, on a dû être extrêmement patient, puisqu'on a dû attendre quasiment 2 ans pour réaliser les premières expériences. En tout cas, ça a valu le coup. Alors, on a utilisé des hamsters de 22 mois, ce qui équivaut, d'après les experts, à un âge chez l'homme de 80 à 85 ans. Et on s'est posé plusieurs questions. D'abord, est-ce que chez l'hamster, il y a accumulation de cellules sénescentes dans les poumons? Ça paraît évident, mais encore fallait-il le démontrer. Et surtout, est-ce qu'on peut éliminer ces cellules avec des drogues sénolytiques? C'est la première question. La deuxième question, c'est si on arrive à éliminer ces cellules sénétiques, quel est l'impact sur la phase aiguë de l'infection? Est-ce que c'est un impact sur la charge virale, sur l'inflammation, sur la pneumonie virale? Et troisième question, est-ce que l'élimination de ces cellules peut impacter favorablement ce qu'on appelle le long Covid, puisque je l'ai dit tout à l'heure, les infections virales peuvent conduire à des séquelles à long terme, notamment dans les poumons avec de la fibrose, de l'emphysème, etc. Et donc, c'est tout à fait pertinent comme question, puisque le long Covid a aussi été décrit, bien sûr, chez l'homme. Donc, au niveau des poumons, mais aussi, il y a des dommages extrapulmonaires aussi, bien sûr. Alors, pour répondre à la première question, on a fait une analyse toute bête de RNA-seq, et là, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. On voit très bien que les poumons de hamster âgé expriment plein de choses qui sont liées au vieillissement, des gènes caractéristiques, mais aussi des gènes associés à l'inflammation. Ce qui était plus important pour nous, c'était de mettre au point une technique qui nous permette de caractériser les cellules sénescentes par immunomarquage. Et donc, on a pu, après moult déboires et après avoir passé beaucoup de temps, et d'ailleurs, on a été aidé par des gens à Lille qui travaillent à Canter, euh, on a pu démontrer que les hamsters âgés exprimaient davantage de cellules positives pour la molécule P16, notamment ici, vous voyez un beau marquage au niveau d'un épithélium bronchique. Deuxième question, est-ce qu'on peut éliminer ces cellules sénescentes avec une drogue sénolytique? Alors, on a choisi le navitoclax, on aurait pu choisir la dasatimib-quercétine. Bon, je ne me souviens plus exactement pourquoi on avait choisi la BT à l'époque. Toujours est-il qu'il a fallu faire un choix et on a eu raison de le faire, puisqu'on voit ici qu'un jour après le traitement, on est capable de diminuer la fréquence des cellules sénescentes, en tout cas qui expriment du P16 dans les poumons des hamsters âgés. Alors que chez les individus jeunes, on voit qu'il n'y a pas d'effet en fait, hein. Alors, on a aussi fait des marquages
bêta-galles, puisque une autre caractéristique des cellules sénescentes, c'est d'exprimer de la bêta-galles. Je passe les détails. On a pu montrer qu'il y avait une augmentation de ces cellules bêta-galles positives chez les hamsters âgés par rapport à des hamsters jeunes et qu'on diminuait cette fréquence en traitant les hamsters avec de l'ABT. Alors, on a aussi pu confirmer l'effet de l'ABT, enfin du traitement de l'ABT chez ces hamsters âgés en termes de PCR. On voit ici des tas de gènes qui sont liés au hedging ou à l'inflammation. On voit ici un marquage, enfin l'expression du gène P16, on voit qu'il est diminué suite au traitement par l'ABT. Donc, le traitement par l'ABT semble diminuer la fréquence des cellules sénescentes liées à l'âge chez les hamsters âgés. Ici, il n'y a pas encore d'infection, hein. Alors ensuite, on a décidé de décrire le modèle, puisqu'il n'avait pas encore été décrit. On a quantifié la charge virale chez des hamsters jeunes et chez des hamsters âgés en termes cinétiques, et on a pu s'apercevoir, on n'a pas été tellement surpris par ça, mais encore fallait-il le démontrer, que la charge virale chez les hamsters âgés était plus importante au temps précoce de l'infection, ici à J3, mais aussi à J7, et ensuite les virus sont éliminés chez les hamsters âgés et les hamsters jeunes. C'est ici un marquage en immunofluorescence. On a marqué ici le virus, la nucléoprotéine. On voit très bien qu'il y a beaucoup plus de marquage dans les poumons des hamsters âgés comparativement aux hamsters jeunes. Et à ce temps-là, le marquage se localise essentiellement au niveau de l'épithélium bronchique. Alors pourquoi cette charge virale plus importante chez les hamsters âgés? Peut-être que le hamster est moins capable de se défendre déjà contre l'infection, et peut-être aussi que le virus, lorsqu'il se trouve dans l'environnement d'un poumon âgé, eh bien, il a des propensions à se répliquer de façon plus rapide ou plus efficace. Alors, on a quand même quantifié dans les poumons de ces hamsters les récepteurs qui sont impliqués dans la fixation du virus, et on a pu remarquer en PCR ici que l'expression d'ACE2 est augmentée dans les hamsters, dans les poumons des hamsters âgés. Ça avait été montré chez l'homme, hein, déjà. Par contre, les autres récepteurs qui sont de près ou de loin impliqués dans l'internalisation du virus ne sont pas impactés. On voit ici qu'on a une confirmation de ce marquage, enfin de cette expression accrue d'ACE2 en Western blot. On voit très bien que ACE2 est plus exprimé dans les poumons des hamsters âgés par rapport aux hamsters jeunes. C'est ici un marquage en immunofluorescence qui confirme également qu'au niveau notamment de l'épithélium bronchique, on a une expression accrue d'ACE2 par rapport aux poumons des hamsters âgés. Ce qui pourrait bien évidemment expliquer le fait qu'il y ait plus de virus chez l'hamster âgé, puisqu'il y a plusieurs récepteurs. Alors, on a ensuite regardé ce qui se passait au niveau de la pathologie. On était assez surpris, mais ça a été confirmé par d'autres, avec d'autres virus notamment, que la pathologie, durant la phase aiguë, n'était pas forcément augmentée chez les hamsters âgés par rapport aux hamsters jeunes. Par contre, on a pu remarquer que les effets à long terme étaient plus importants. On voit ici la courbe de poids des hamsters jeunes infectés par le SARS-CoV-2. On voit qu'il y a une perte de poids qui pique vers J6, J7, et qu'après les hamsters, donc on travaille en dose sublétale bien sûr, récupèrent le poids. Par contre, on voit que cette chute est à peu près du même ordre chez les hamsters âgés. Elle est plus prolongée, mais par contre, ils ont beaucoup plus de difficultés à récupérer leur poids, et même ils n'y arrivent pas puisqu'ils restent à moins 10% de leur poids. Donc il y a des effets à long terme qui peuvent être mis en évidence chez le hamster. On a pu aussi noter, mais ça avait été vu aussi chez l'homme, que chez les hamsters âgés, il y avait, et jeunes d'ailleurs, il y avait une fibrose qui s'installait. Alors je crois qu'ici, on est à 22 jours après l'infection, mais que cette fibrose était plus importante chez les hamsters âgés. C'est ici un marquage au Red Sirius qui quantifie le dépôt de collagène, et on a ici une confirmation en RT-PCR. On voit que l'expression de certains gènes associés à la fibrose, comme certains collagènes, certaines matrices extracellulaires ou certaines métalloprotéases comme la MMP2 ont une expression accrue chez ces hamsters âgés. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe au cours de l'infection? On a quantifié la sénescence cellulaire d'abord chez les hamsters jeunes de façon cinétique et ensuite chez les hamsters âgés. On a pu démontrer, mais j'en avais parlé tout à l'heure, que la sénescence s'installait chez les hamsters jeunes dès J3. On voit ici qu'il y a un marquage
important de P16 au niveau des épithéliums bronchiques. La sénescence cellulaire s'expand à J7 et il en reste un petit peu 22 jours après infection chez les hamsters jeunes. Chez les hamsters âgés, on a observé le même phénomène, mais avec cependant une exacerbation du phénomène. On voit ici que chez les hamsters jeunes, âgés, non infectés, pardon, c'est ce que j'appelle les MOC, il y a de la sénescence cellulaire, en tout cas il y a des cellules qui expriment P16, et c'est très 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 fortement exprimé 3 jours après l'infection, 7 jours après l'infection, et on en voit encore après 22 jours. Donc on voit que chez les hamsters âgés, il y a déjà de la sénescence cellulaire préexistante, et ensuite le virus vient induire une sénescence secondaire, si j'ose dire, c'est ce qu'on appelle la VIS, la Virus Induced Senescence, qui exacerbe la sénescence totale qui se développe dans le poumon. On a ici un marquage en immunofluorescence. Il faut toujours essayer de confirmer les marquages par d'autres techniques, voire même d'autres anticorps. On voit qu'il y a confirmation puisqu'il y a beaucoup plus de marquage P16 chez les hamsters âgés par rapport aux hamsters jeunes. Alors, on a aussi fait des comarquages P16 et virus à des temps très précoces de l'infection. L'idée, c'était de savoir si les virus avaient un tropisme particulier pour les cellules sénescentes dans le poumon. Et on pourrait répondre à cette question par l'affirmative, puisqu'on voit, lorsqu'on fait un double marquage virus et P16, qu'il y a un certain nombre de cellules, je ne sais pas si vous voyez très bien, qui collabent, qui sont marquées doublement par l'anticorps antivirus et anti-P16, ce qui montre que, enfin, ce qui semble suggérer plutôt que le virus pourrait préférentiellement infecter les cellules, en tout cas ça ne le dérange pas, infecter les cellules qui expriment P16, donc qui sont en sénescente. Alors, autre question, la plus importante peut-être, est-il possible en utilisant un sénolytique de façon préventive d'améliorer la pathologie Covid chez le hamster? Alors pour ça, on a traité des hamsters jeunes et âgés, les hamsters jeunes servant de contrôle bien évidemment. Un jour avant l'infection, on a infecté et après on a regardé à différents temps. Alors d'abord, on a pu constater que l'utilisation du navitoclax était capable de limiter le nombre de cellules P16 positives chez les hamsters infectés, âgés. Alors l'élimination n'est pas complète, mais elle est quand même significative, on l'a quantifiée, et ça c'était une bonne nouvelle, que cette élimination de cellules sénescentes s'associait à des temps précoces toujours, à une réduction de la charge virale. On voit ici qu'il y a une réduction significative du nombre de virus, suite, enfin je ne sais plus à quel temps on était, suite au traitement par le navitoclax, phénomène qu'on n'observe absolument pas chez des individus jeunes. Donc le phénomène est vraiment lié à l'âge des individus. On a aussi quantifié la pathologie qui se développe 7 jours après l'infection et on voit, donc ici c'est la somme des scores, hein, je ne rentre pas dans les détails, on a scoré plein de choses, hein, et on voit très bien que le score total histopathologique est réduit chez les hamsters âgés traités par l'ABT. On n'a pas observé ce phénomène chez les individus jeunes, ce que je ne montre pas. Et on a pu aussi montrer par une approche de protéomique non ciblée qu'il y a un certain nombre de marqueurs, on va dire, inflammatoires ou qui sont associés à l'infection qui sont considérablement réduits chez les individus traités par l'ABT. Ça inclut notamment des membres qui appartiennent à la famille des protéases, peptidases. Vous voyez qu'ici, il y a aussi des membres qui appartiennent à la famille des fibrinogènes, des membres de la famille inflammation qui sont réduits chez les individus, hein, suggérant que ce traitement a aussi une incidence positive sur ce que j'appelle l'inflammation systémique. Alors, on a regardé aussi à des temps tardifs. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait une fibrose qui était augmentée chez les individus âgés 22 jours après l'infection. Malheureusement, on n'a pas vu de différence dans ce modèle-là sur la fibrose. Par contre, si on score de façon globale la pathologie dans les poumons des hamsters infectés à J22, on voit qu'il y a une réduction significative du score total, même si ça n'englobe pas la fibrose. Notamment, on a constaté qu'il y avait un nombre de foyers inflammatoires réduit chez les individus traités avec l'ABT. Et ça s'associe également, ça c'est une analyse protomique également, mais cette fois-ci au niveau du poumon, avec une réduction d'un tas de marqueurs hein, qui appartiennent notamment, et j'en connais pas la raison, à la famille des ubiquitines protéasome système,
et aussi des membres de la famille cell adhesion au sens large, et aussi des membres de la famille du complément et des protéases qui sont induits. Donc, à J22, il y a aussi une réduction de l'inflammation, donc une diminution de la chronicité ou des séquelles à long terme suite au traitement de ces hamsters par la BT. Alors, le take-home message, et donc on a publié ce travail en 2023, c'est que la présence de cellules sénescentes chez les individus âgés dans les poumons augmente la sévérité de la pathologie Covid, en tout cas dans ce modèle de hamster. Il y a probablement deux modes d'action. Premièrement, lorsqu'on élimine les cellules sénescentes, on diminue les cibles, puisque les cellules sénescentes dans le poumon expriment un taux accru d'ACE2, donc il y a moins d'ACE2, donc il est logique de penser qu'il y a moins de virus. Et le deuxième phénomène, c'est qu'on a, en éliminant les cellules sénescentes et le SASP, eh bien, on a réduit l'inflammation au temps précoce et aussi des effets à long terme, notamment sur les dommages pulmonaires. On ne connaît pas le mécanisme encore. Alors, suite à cette question, on est revenu au projet initial qu'on avait initié en 2017, quid de la grippe. Alors, on a travaillé chez les souris jeunes et bien sûr chez les souris âgées, hein, ça nous intéresse plus. Chez les souris jeunes, pardon, c'est pas facile à dire, je ne vais pas épiloguer. On n'a vu aucun effet des traitements sénolytiques, en l'occurrence on a utilisé de l'ABT, sur la pathologie, sur la charge virale et sur l'inflammation au temps précoce, sur la pneumonie virale. On n'a rien vu du tout. Par contre, on a observé quelque chose qui me paraît intéressant. On a observé que 3 mois après l'infection, et on a vu ça chez la souris, mais aussi chez l'hamster, toujours en collaboration avec le CEA, qu'il y a des zones dans le poumon qui sont tout à fait saines, et notamment on voit ici un épithélium bronchique qui est tout à fait normal, enfin ici, pardon. Par contre, et c'est la même image, on voit qu'il y a des zones qui sont encore dénudées, desquamé, puisqu'il y a une desquamation de l'épithélium, mais qui est ensuite censée être réparée. Et on a pu observer que cette zone qui était encore abrasée, eh bien, dans ces zones, il y avait une accumulation de cellules sénescentes, en tout cas des cellules qui expriment P16. C'était assez net. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que finalement l'accumulation de ces cellules à des temps quand même assez tardifs participe à un défaut de réparation de l'épithélium? Est-ce que ça participe aux effets à long terme dans le poumon? Alors, pour répondre à cette question, on a utilisé un système de souris transgéniques grâce à une collaboration avec Sarjano. Là aussi, je vous passe les détails. Ces souris s'appellent des souris P16 attaque, vous les connaissez peut-être. Il est possible, avec un rapalogue, d'éliminer les cellules en fait, qui expriment P16, puisqu'il y a un gène suicide qui est placé en aval pardon, du promoteur P16. Enfin, toujours est-il que si on traite des souris avec un rapalogue après l'infection grippale, donc de J21, et qu'on sacrifie les souris à J28, on a élimination de ces cellules sénescentes qui s'accumulent notamment autour des bronches. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu remarquer que cette élimination des cellules sénescentes, qui est ici complète, en tout cas si on regarde P16, et c'est logique puisqu'on utilise un modèle génétique, eh bien, cette élimination s'accompagne d'une réduction de l'emphysème, une réduction également de la fibrose. On a aussi, bien évidemment, quantifié l'épaississement des épithéliums. Et là aussi, c'est une bonne nouvelle. On a pu constater que les souris traitées avec le rapalogue avaient un épithélium qui était tout à fait restauré. Donc, l'élimination de ces cellules est capable d'impacter positivement sur les séquelles à long terme. Alors, est-ce qu'on peut intervenir d'un point de vue thérapeutique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si on traite après l'infection, après que l'infection se soit installée, et voire même après que le virus soit éliminé? Donc, pour faire ça, on a traité donc toujours les souris P16 avec le rapalogue de J1 à J15, ou alors de J15 à J28, et on a pu constater que dans les deux cas, mais la bonne nouvelle, c'est surtout que le traitement à J15 marche. Dans les deux cas, on a vu une réduction de l'épaississement, euh, une augmentation plutôt de l'épaississement de l'épithélium pulmonaire au niveau des bronches. Et donc, on a publié ce travail l'année dernière.
Dernière question, qu'est-ce qui se passe chez une souris âgée suite à la grippe? Puisque là, ce dont je vous ai parlé, hein, c'est de la souris jaune. Donc, pour résumer, on n'a vu aucun effet au cours des phases précoces, mais par contre, on a vu que l'accumulation des cellules sénescentes impactait sur les effets à long terme. Que se passe-t-il chez les souris âgées cette fois-ci? On a fait le même protocole, souris jeune, souris âgée, traité avec la BT, sacrifice AG7 ou AG28. On n'a vu aucun effet des traitements sur les scores cliniques, à la fois chez les souris jeunes et les souris âgées. Ça ne marche pas toujours, malheureusement. Aucun effet des traitements chez les souris jeunes et chez les souris âgées au niveau de la charge virale. Par contre, on a vu que chez les souris âgées uniquement, on avait une réduction de l'inflammation, en tout cas de l'expression de certains marqueurs associés à l'inflammation. On voit ici l'IL6, l'interféron gamma, on en a fait d'autres, et également une diminution très significative du score clinique, donc chez ces souris âgées traitées avec l'ABT. On a aussi regardé ce qui se passait au cours de la phase chronique à J28, comme on l'a fait tout à l'heure avec les souris âgées, et on a observé également que le traitement de ces souris âgées diminue également le score, la pathologie dans les poumons, donc à J28, comme on l'a montré tout à l'heure dans le Covid. On a aussi pu constater que ce traitement diminuait l'emphysème, comme on peut le constater ici. Et également, comme on l'avait vu chez les souris jeunes, ce traitement augmentait aussi les phénomènes de réparation puisqu'il favorisait l'épaississement des épithéliums, notamment au niveau des bronches. Alors, j'en ai fini. Je vais simplement vous faire un résumé. Je ne sais pas si j'ai été long ou pas long. Euh, pour conclure, nous et d'autres, on a montré que lors d'une infection respiratoire, il y avait induction d'une sénescence cellulaire dans les poumons qui était due au virus lui-même et au stress qu'il engendre. Notamment, il y a des dommages à l'ADN qui créent cette sénescence. Il y a aussi des cytokines inflammatoires qui sont sécrétées dans l'environnement et qui participent à ce qu'on appelle la sénescence secondaire. Ce phénomène de sénescence, on l'a montré, est amplifié chez les individus âgés. Les conséquences de la déplétion de ces cellules sénescentes chez les individus jeunes dépendent du modèle. Ça dépend si c'est du SARS-CoV-2, de la grippe, de la souris ou du hamster. C'est très contexte dépendant. Entre nos mains, ça n'a pas beaucoup d'effet. Chez d'autres, ça a un effet. Chez nous, pas trop. Par contre, ce qu'on a vu, et c'est ce que j'ai montré à la fin, le traitement avec un sérotype chez des individus jeunes a un impact favorable sur les effets à long terme, en tout cas sur les dommages pulmonaires, et également chez les individus âgés, que ce soit flu ou SARS-CoV-2, on a pu montrer que le fait de cibler ces cellules sénescentes avec des agents génétiques avait un effet favorable sur les effets à long terme. Alors, ce qui reste à faire maintenant, il y a encore beaucoup de choses, hein. On va poursuivre ce projet si tant est qu'on a de l'argent. C'est d'essayer de mieux comprendre les mécanismes qui conduisent à cette sénescence, mais surtout de mieux décrire la nature de ces cellules sénescentes et surtout de décrire leurs propriétés au cours de l'infection. Et pour ça, il y a des approches, notamment de single cell RNA-seq, qui devraient nous permettre de le faire. Et également, on va essayer à l'avenir de mieux cibler et de cibler de façon plus sélective ces cellules sénescentes, notamment en délivrant de façon locale, cette fois-ci, des sénotiques qui viennent cibler les bonnes cellules sénescentes et pas les bonnes cellules. Voilà, j'en ai fini. Je voudrais simplement vous dire qu'on a fait ce travail à Lille, bien évidemment. Vous voyez ici la place de Lille qui est très jolie. Et je voudrais tout particulièrement remercier Lou Delval qui a réalisé ce travail dans le cadre de sa thèse et également nos collaborateurs, l'équipe de Serge Anneau et Larissa Lipskaya, l'équipe de David Bernard à Lyon et l'équipe de Martine Duterque à Quimper. Voilà, je vous remercie. Je prends les questions maintenant. Merci beaucoup, François. Alors, y a-t-il des questions? N'hésitez pas à allumer vos micros. Oui, allez-y. Bonjour François, bonjour à tout le monde. Merci pour l'exposé. J'ai deux questions en fait. Une question un peu ponctuelle sur. T'as montré en fait que la charge virale était plus importante dans les cellules sénescentes, hein, que pulmonaires.
Et par ailleurs, tu as montré qu'il y avait une augmentation d'expression du récepteur ACE2. Est-ce que ce sont les cellules sénescentes qui surexpriment plus ce récepteur, hein? Oui, oui, en fait, j'ai montré des comarquages, hein, P16 et ACE2, et on voit qu'on ne voyait peut-être pas D'accord. très bien sur l'écran, mais il y a une colocalisation P16 ACE2, tout à fait. Ok, ok, ben ça m'avait échappé. Et Et donc, après, ouais. vas-y, J'ai pas vas-y. dit que le virus se répliquait mieux dans les cellules sénescentes. J'ai dit que ça ne le dérangeait pas du tout d'infecter des cellules sénescentes, en l'occurrence parce qu'elles sont ACE2. Après, pour regarder l'impact de la réplication sur les cellules sénescentes, il faudrait faire des expériences in vitro. J'avais tenté de le faire à l'époque, je me souviens plus trop ce qu'on avait eu, mais j'avais pas eu des datas très transcendantaux, hein. Il n'y avait pas une différence majeure entre des cellules dites normales et des cellules sénescentes. Je les avais induites in vitro, hein, bien sûr. Ouais, donc c'est plutôt la capture. Ouais, ouais. Ok. Et sinon, après, j'avais une question un peu plus générale. Donc, tu as montré que le fait de traiter au navitoclax des souris jeunes infectées par le virus de la grippe bah, améliorait un certain nombre de fonctions ou d'états de leurs poumons. Est-ce que tu as regardé ce qu'il en est de leur longévité à plus long terme, donc pour les souris jeunes? Alors, Autrement les souris dit, jeunes, est-ce que bah, l'effet bénéfique immédiat sur les poumons, est-ce que, il se maintient à long terme ou pas? alors, le seul effet que moi j'ai vu chez les souris jeunes, c'est un effet sur les séquelles pulmonaires, hein, fibrose, emphysème et épaississement des épithéliums. Non, je les ai pas laissés en vie après, mais ça serait intéressant de regarder en fait, hein, parce que on sait que les pneumonies virales induisent un vieillissement accéléré du poumon, donc ça serait intéressant en effet de regarder à des temps plus tardifs ce qui se passe. Ça serait pas mal à faire. Ouais, et puis en fait, il y a des articles qui ont montré que l'induction de la mort des cellules sénescentes par des sénolytiques, ça peut ensuite secondairement augmenter l'élimination des cellules sénescentes par le système immunitaire, hein. Ah oui, d'accord, Donc voilà, à long terme, ça serait intéressant de regarder ce qui se passe. tout à fait. Merci pour la question. Il y a des questions dans le chat de Sylvain qui vous demande si on a testé les sénolytiques chez les souris âgées à la phase précoce d'infection plutôt qu'avant l'infection. Alors, Et- c'était après l'infection, en fait, hein. Oui, c'était après l'infection. Alors, oui, ça, on l'a fait chez les souris jeunes. Bah, c'est ce que j'ai montré, les traitements entre J15 et J28. Donc, oui, on l'a fait. Par contre, chez les hamsters ou les souris âgées, d'ailleurs, on l'a jamais fait. Mais chez les D'accord. souris jeunes, oui. Mais uniquement impact sur les séquelles, hein, à long terme. D'accord. Et Sylvain vous demande aussi si en termes de dysbiose, on a pu évaluer l'impact des probiotiques ou de greffe fécale. Impact des probiotiques? Alors j'imagine que c'est suite à une infection par le Covid, Sylvain. Ah oui, là, c'est le sujet microbiote plutôt, hein. C'est pas le sujet sénescence. Euh, Oui, oui, bah, il y a des tas de travaux hein, qui ont été faits sur probiotiques et grippe chez l'homme, enfin des études cliniques ou pseudo-cliniques qui montrent un effet potentiellement bénéfique. Et puis il y a aussi des travaux chez la souris hein, qui montrent que certains probiotiques peuvent euh, freiner un peu l'impact du virus sur la dysbiose, le viro-induite, donc pour le coup, hein. Donc oui, oui, il y a des choses de fait. On a le temps pour encore quelques petites questions. Moi, je vais peut-être juste rebondir sur la dernière question de Mme Abadi, puisqu'effectivement, dans un modèle où qui s'est intéressé à la PGE2, à la prostaglandine PGE2 au cours du vieillissement, qui apparemment est élevée au cours du vieillissement au niveau pulmonaire, ils avaient montré que cette PGE2 qui était sécrétée par ces cellules sénescentes, elle avait un impact négatif sur la prolifération justement des macrophages. Et donc, ça pourrait être effectivement des cellules qui, si elles peuvent à nouveau proliférer, pourraient effectivement résoudre certains des aspects hein, que vous présentez. Ouais, c'est une bonne remarque. Je me souviens très bien de ce papier, Mhm. d'un papier d'un groupe américain.
Et je me demande même s'ils n'avaient pas décrit un effet sur la migration des cellules dendritiques. Enfin, je me souviens plus trop. Mais je ne savais pas que les cellules sénescentes, ah oui, maintenant ça y est, oui, elles peuvent produire de la PGE2. Et en Ouais, effet, bah, il y a moins de macrophages, notamment alvéolaires, hein, dans les ouais, poumons des individus âgés, hein. Donc ça pourrait, ouais, c'est tout à fait expliqué, ouais. ouais, Ça sera regardé, je pense. ouais. Euh, Vous avez une question dans le chat, c'est quid du modèle VIH et de l'immunité sénescence, notamment CD4? Alors, je ne suis pas du tout expert du VIH. Je sais qu'il y a des travaux qui ont été faits sur sénescence et VIH, mais honnêtement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais Euh, c'est un problème important, hein, la sénescence chez les patients qui ont des infections virales chroniques, avec à l'accélération du vieillissement et, hein, et d'autres questions qui s'y Camille, rattachent. pas d'autres questions. Alors, je m'en permets juste une petite, du coup, est-ce que vous avez mentionné que les infections virales, elles provoquaient des dommages à l'ADN qui pouvaient donc être à l'origine de l'induction de la sénescence? Est-ce qu'il y a des protéines virales qui, par d'autres mécanismes, en fait, induiraient la mécanistique en fait de sénescence un peu différemment, ou est-ce qu'il y a déjà des candidats en fait dans... Alors, je voudrais pas dire de bêtises, que c'est pas trop mon domaine d'expertise, mais je crois que pour le SARS-CoV-2, il a été montré que certaines protéines virales pouvaient induire de la sénescence. Je crois que Spike fait le travail, mais je suis pas sûr. Mais oui, ça a été montré, D'accord. tout à fait. Mais je ne connais pas le mécanisme. Alors, est-ce que... Oui, Madame Abadi? Oui, non, c'était juste pour, c'est un commentaire hein, suite à cette question, parce que en fait, moi, je ne sais pas si les virus peuvent induire du dommage à l'ADN, sans doute, parce que au moins indirectement, ça crée un stress cellulaire, hein. Bien Donc il y a sûr. probablement du stress oxydant dans cette affaire-là. Mais inversement, je pense qu'il y a des gens aussi qui s'intéressent à regarder si la présence de cellules sénescentes, de cassures de l'ADN dans les cellules sénescentes ne pourrait pas favoriser l'insertion des génomes viraux. Donc c'est l'autre aspect, quoi. Oui. Voilà, donc je sais bien que François, tu travailles pas sur Pas ces du tout. mécanismes-là, mais c'est des questions que je trouve intéressantes. Tout à fait. Mais il y a du DDR, hein, suite à infection virale, c'était montré, hein. Oui, Oui, d'accord. oui. Oui, Oui, ça m'étonne pas, hein. oui. Mais c'est probablement indirect, hein, mais j'en sais rien, Ouais, enfin. probablement. Alors, y a-t-il d'autres questions, puisqu'on arrive à la fin de notre petit webinaire? Je vois personne. J'espère ne frustrer personne. Eh bien, je vous remercie beaucoup, François, pour ce séminaire. Mon plaisir. Eh bien, et merci à tous d'y avoir assisté. Et puis à très bientôt pour le prochain, donc qui sera au mois de janvier, février, mars, pardon. Et je vous renverrai une date précise très prochainement. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci de me mettre dans le listing aussi, Jean-Marc. Oui, vous y serez. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.